Après que papa m'a mise à la porte à 13 ans à cause du mensonge de ma sœur, ma tante m'a recueilli. 15 ans plus tard, lors de son gala de charité où j'y étais honoré, maman m'a coincé. Elle a dit que la famille partage la richesse et que nous avions besoin de 500 000 euros. Je me suis tourné vers la foule et je l'ai figé avec une seule phrase. Les appareils photo ont crépité. Je m'appelle Norma Dyson et j'y ai 28 ans. Quand j'y avais 13 ans, ma sœur aînée Adli a dit à mes parents que j'y avais volé 2200 euros et les alliances de notre grand-mère. À minuit, mon père m'avait jeté sur le porche avec un sac de sport. Ma mère se tenait derrière lui et ne disait rien. 15 ans plus tard, lors des prix de la Chambre de commerce de Portsmouth, j'y ai été nommé propriétaire de petite entreprise de l'année. Ma mère a traversé cette salle de bal dans un gilet que j'y ai reconnu de 2010 et elle m'a demandé 500 000 euros. Elle a utilisé le mot famille 9 fois en 2 minutes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ma tante avait gardé une cassette vidéo depuis 2009 et que le projecteur derrière nous était déjà allumé. C'est la nuit où j'y ai arrêté de payer pour un mensonge que je n'avais jamais dit. Si vous avez déjà été l'enfant que votre famille a choisi de ne pas croire, allez-y et abonnez-vous. Je ne vous demande pas de prendre mon parti. Je vous demande de rester jusqu'aux preuves. La salle de bal du Sheraton de Portsmouth sentait le romarin et la vodka tonique. Il y avait 312 invités et 18 ans de tradition de la chambre de commerce. L'éclairage était du genre chaleureux et flatteur qui rend tout le monde dans la pièce plus gentil qu'ils ne le sont réellement. Je me tenais près du bar avec ma tante Joanne qui avait 64 ans et portait une veste noire qu'elle avait achetée dans une friperie sur Islington Street plus tôt cette semaine-là. Elle n'a pas ajusté sa veste. Elle ne s'est pas agitée. Elle avait arrêté de s'agiter vers 1986, m'a-t-elle dit une fois, et elle n'a jamais recommencé. Je scannais la pièce par habitude de la façon dont je scannais une cuisine avant le service. Puis mes yeux se sont arrêtés à la table 9. J'y ai vu un gilet crème pelé au coude. Il avait 15 ans. Joanne n'a pas tourné la tête. Elle a dit que je la voyais aussi. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Nous nous y préparions depuis presque 3 semaines de la manière prudente dont 2 personnes se préparent à une tempête qu'elles ne peuvent pas arrêter. Le gala de la chambre était sur invitation seulement. Il y avait des donateurs et des membres du conseil des administrations ainsi que des propriétaires des entreprises avec des dossiers de revenus enregistrés. Ma mère n'aurait pas pu franchir la porte sans aide. Quelqu'un l'avait amenée. Quelqu'un voulait qu'elle soit dans cette pièce ce soir. Lassie, ma sous-chef, est passée avec un verre d'eau gazeuse et a fait semblant de lire le livret du programme. Ses cheveux étaient relevés. Elle avait pleuré 2 fois pendant la répétition à 16h cet après-midi-là et maintenant elle avait l'air aussi stable qu'une cuisine à l'aube. Elle a chuchoté: chef pourrait m'informer qu'il y avait une table de presse avec 2 journalistes du Globe et de Sea Coast Online. J'y ai hoché la tête une fois. Je n'ai pas dit à Lassie que ce matin-là j'y avais demandé au responsable audiovisuel de charger un 2e fichier sur le projecteur marqué comme sauvegarde. Je ne lui ai pas dit qu'il y avait un disque dans la poche de la veste de Joanne. Je ne lui ai pas dit que le discours dans ma main avait 3 fins différentes et que je n'avais pas encore décidé laquelle j'y allais prononcer. Je m'étais dit que je déciderais quand je verrais le visage de ma mère. Le plan de salle était glissé derrière la couverture du programme. Je l'avais vérifié 2 fois. La table 9 appartenait à Spencer Granger qui était un propriétaire de chaîne des hôtels devenu un de mes clients réguliers au cours des 18 derniers mois. Sa femme et Adli évoluaient dans les mêmes cercles de charité de Boston. C'est ainsi que ma mère était entrée. Pas sur son propre crédit mais sur celui de quelqu'un d'autre. 2 des chaises de la table 9 étaient vides quand j'y ai scanné la pièce. Une carte en calligraphie de la chambre indiquait Adli puis +1. Le +1 devait être ma mère. Adli n'amènerait jamais mon père en public. Il aurait gâché les photos. La main de Joanne s'est posée sur mon avant-bras de manière sèche et chaude. Elle m'a dit que peu importe ce que je déciderais ce soir, elle serait de mon côté et qu'elle avait toujours été. La poche de sa veste était rectangulaire et fine. Je savais exactement ce qu'il y avait à l'intérieur. J'y ai regardé à travers la pièce une fois de plus. Ma mère avait enfin levé les yeux de son verre de vin. Pendant une seconde et demie, nos regards se sont croisés. Elle n'a pas fait signe de la main. Elle n'a pas hoché la tête. Elle a porté son verre à ses lèvres comme pour porter un toast sans vraiment le faire. Ma mère avait une façon d'arriver sans entrer et d'être là sans assumer la responsabilité d'être là. Elle avait perfectionné cela à travers 4 décennies de tables de dîner et de sous-sol des églises et de réunions parents-professeurs.
J'y ai su dans cette seconde et demie qu'elle n'était pas venue pour me féliciter mais pour récupérer son dû. J'y ai grandi dans une maison de style colonial sur une rue calme de Manchester dans le New Hampshire. Il y avait 3 chambres à l'étage et un sous-sol aménagé que Adli utilisait pour la pratique du ballet avec une barre portable que mon père avait boulonnée au mur à l'année de ses 8 ans. Il y avait aussi une moitié inachevée que mes parents appelaient la salle de stockage. Quand j'y ai eu 6 ans, ma mère m'a dit que j'y allais y déménager. Elle a dit que c'était juste temporaire en lissant un coin du nouveau coussin sur sa main. Elle a expliqué que Adli avait besoin de son propre espace car elle était plus âgée et avait des récitals. J'y avais 6 ans. Je n'ai pas compris. C'est devenu permanent. Ma sœur était l'enfant de la danse. Elle avait des chaussons roses à 5 ans et des médailles régionales à 14 ans. Il y avait 5 petites figures en or dans 5 cadres en bois montés sur le mur au-dessus de la cheminée du salon. Chacune était éclairée par une petite lampe de tableau en laiton. Mon père s'est installé un week-end avec un niveau et une perceuse sans fil. Son nom était en calligraphie sous chaque plaque. Adli Dyson. Je me souviens de la première fois où j'y ai remarqué à quel point l'espacement était soigné. Je dessinais. Je dessinais constamment. Je remplissais le dos des devoirs et les marges des livres de la bibliothèque ainsi que les couvertures intérieures de chaque carnet que j'y ai possédé. À l'âge de 11 ans, j'y avais 53 croquis terminés dans une boîte en plastique sous mon lit au sous-sol et pas un seul dé entre eux n'était sur le mur. Mon père disait aux invités à dîner en souriant autour de sa bière que Adli était notre star. Il disait que Norma était la fille silencieuse. Il le disait de la façon dont on complimente une plante des intérieurs. J'y ai appris à être invisible. C'était plus sûr que de demander de la place. Ma mère a oublié de venir me chercher à l'école 14 fois dont je me souvienne. C'était après le soutien scolaire ou après le club des arts ou après une expo sciences où j'y ai terminé 2e dans la division de 7e année. Chaque fois la secrétaire de l'école appelait la maison et chaque fois ma mère arrivait 20 minutes plus tard avec la même phrase lâchée légèrement par la fenêtre côté passager comme une pièce de monnaie dans un parc-mètre. Elle disait qu'elle avait été retenue avec la préparation du récital de Adli. J'y ai arrêté d'attendre. J'y ai commencé à marcher. La seule personne de ma famille qui m'a jamais appelé une artiste était ma grand-mère Eleanor. Elle vivait à 20 minutes de là dans une petite maison avec un porche enveloppant et un érable qu'elle avait planté en 1968. Elle gardait des crayons de couleur dans une boîte en fer blanc sur sa table de cuisine. Elle me conduisait à la bibliothèque publique de Portsmouth tous les samedis pendant des années et elle me laissait emprunter des livres qu'elle n'aurait jamais approuvés pour Adli. Enterre mon cœur à Wounded Knee et la cloche de détresse. Il y avait une biographie de Frida Kahlo avec des peintures à l'intérieur qui me donnait envie d'être courageuse. Quand j'y avais 10 ans, elle m'a parlé assise à sa table de cuisine avec un carnet de croquis ouvert entre nous. Elle m'a dit que le monde a des pièces qu'il ne sait pas étiqueter et que les gens comme nous finissent dans ces pièces. Elle a ajouté que ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne la comprenais pas alors. Je comprendrai plus tard. Au début de 2010, grand-mère a glissé sur le carrelage de la salle de bain et s'est cassé la hanche. Elle n'a pas appelé ma mère. Elle a appelé Joanne. L'hôpital, elle a gardé pendant 9 jours. J'y suis allé après l'école tous les jours. Adli y est allée exactement une fois. Elle a pris une photo d'elle-même en tenant la main d'Eleanor avec une légende sur la force. Elle était de nouveau sur son téléphone avant que l'ascenseur n'atteigne le hall. Ma grand-mère, elle a regardé partir et elle n'a rien dit. Elle a regardé le couloir pendant 30 secondes après le départ de Adli. Puis elle s'est tournée vers moi. La 7e nuit, elle m'a attiré tout près. Sa voix était assez fine pour se glisser sous la porte. Elle m'a dit que les mains de ma mère étaient pleines de Adli. Alors elle me laissait ses alliances et l'opale. Elle m'a dit de ne le dire à personne jusqu'à ce que je sois assez grande. Elle m'a serré la main. J'y ai serré en retour. Elle est morte 2 jours plus tard. Je n'ai pas pu ramener les bagues à la maison. Après les funérailles, ma mère s'est tenue dans la cuisine d'Eleanor avec la boîte à bijoux en bois entre ses mains et a annoncé aux quelques tantes et cousins qui picoraient encore le repas qu'elle garderait les bijoux de ma grand-mère en lieu sûr jusqu'à ce que Adli et moi soyons assez grandes pour décider. Elle a dit comme une gentillesse. Elle a gardé la boîte dans la commode de la chambre principale derrière une rangée de pulls pliés. Adli était autorisée dans cette chambre quand elle le voulait. Moi non. 4 mois plus tard en juillet 2010, j'y ai commencé à surprendre ma sœur au téléphone avec son petit ami Cole puis.
Il avait 17 ans et conduisait une Mustang des occasions et avait de vrais projets comme ma mère le disait fièrement. Les vrais projets impliquaient une salle de sport qu'il voulait ouvrir à Salem. À travers la fente de la porte de la chambre de Adli, je l'ai entendu une fois dire de ne pas s'inquiéter car elle avait quelque chose. Elle demandait de lui faire confiance et de lui donner jusqu'en août. Je ne savais pas ce qu'était ce quelque chose. J'y allais le découvrir le 6. C'était un vendredi matin. Je mangeais des céréales à la table de la cuisine quand ma mère a crié de l'étage avec une voix qui ne ressemblait pas à la sienne pour demander où était sa boîte à bijoux. Mon père a bougé vite pour un homme avec un mauvais bas du dos. Ses bottes frappaient une marche sur deux en montant. Adli est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine comme si elle y avait été positionnée. Son visage avait la couleur que prenait le visage de ma mère pendant les disputes, ce qui veut dire presque de manière convaincante pâle. Elle portait un débardeur que je n'avais jamais vu auparavant et du brillant à lèvres à 9 heures du matin. Ma mère est redescendue en tenant la boîte en bois vide avec sa main à sa gorge. Elle a dit que les bagues de maman avaient disparu et que 2200 € du tiroir avaient disparu. Le tiroir était le deuxième de la commode. C'était le tiroir qu'elle comptait chaque dimanche soir car mon père y gardait tout son argent liquide des clients qui le payaient pour des travaux de plomberie non déclarés. Adli s'est tourné vers moi lentement de la façon dont les acteurs se tournent quand ils veulent s'assurer que le public voit le mouvement. Elle a appelé maman et sa voix s'est brisée sur le mot. Elle a dit que Norma était là-haut hier et qu'elle m'avait vu. Je n'avais pas été à l'étage la veille. J'y avais été au soutien scolaire avec Madame Alverson jusqu'à 18 h. Ensuite j'y avais marché jusqu'à la ferme Quimberland avec 2 amis pour prendre des granités. Il y avait 3 autres enfants au soutien scolaire. Mon nom était sur la feuille de présence. La ferme Quimberland avait des caméras à chaque caisse. Personne n'a demandé. Adli a conduit mes parents au sous-sol vers ma moitié de la salle de stockage vers mon bureau. Mon bureau était un morceau de contreplaqué posé sur 2 classeurs. Elle a ramassé mon journal. Le journal était un carnet à spirale vert de la pharmacie. Elle a tourné à la page 38. La moitié supérieure de la page avait été arrachée. Sur ce qui restait il y avait une écriture qui ressemblait presque exactement à la mienne. Il y avait 2 phrases que je n'avais jamais écrites qui disaient que je les avais pris et que je devais le faire. La voix de mon père n'était pas forte. C'est ce qui la rendait terrible. Il a dit de le regarder et m'a demandé si j'y avais écrit ça. J'y ai regardé la page. La façon dont le T était croisé était mauvaise. La façon dont la boucle du E minuscule se trouvait sous la ligne était mauvaise. Je le savais. J'y avais 13 ans. Je ne pouvais pas l'expliquer. J'y ai commencé à dire que ce N n'était pas le mien. Je n'ai pas fini la phrase. Je n'en ai pas eu l'occasion. Mon père est remonté à l'étage sans parler et a retiré ma veste des écoles du crochet près de la porte des entrées. C'était la bleue marine que je portais les matins froids pour aller à l'arrêt de bus. Il a fourré sa main dans la poche intérieure. Son visage a changé avant qu'il ne retire sa main. Il a sorti 2 boucles des oreilles en opale. Je ne les avais pas mises là. Je savais que je ne les avais pas mises là. J'y ai aussi su à cette seconde exacte que 2 jours plus tôt Adli avait demandé à emprunter ma veste des écoles. Elle avait dit que c'était pour une idée de costume en juillet. Je n'avais pas posé de questions car je ne posais jamais de questions à Adli. Le coût était toujours trop élevé. Mon père a dit que je les avais cachés dans ma veste des écoles. Ce n'était pas une question. Il a décroché le téléphone de la cuisine. Il a appelé Tessa Aurin qui vivait dans la rue. Tessa avait 14 ans et était la meilleure amie de ma sœur et la personne avec qui Adli passait le plus de temps cet été-là. Tessa est arrivée pieds nus en short coupé avec une seule tresse reposant sur son épaule droite. Elle ne m'a pas regardé quand elle a franchi la porte moustiquaire. Elle a dit à mon père qu'elle m'avait vu me faufiler dans les escaliers mercredi après-midi vers 15 h. Elle a dit qu'elle trouvait ça bizarre et qu'elle ne voulait rien dire mais que cela pourrait aider. Je n'avais pas été là à 15 h mercredi. Il n'y avait aucune version de cette phrase qui était vraie. Ma mère a commencé à pleurer doucement dans le torchon qu'elle avait ramassé à un moment donné de la matinée. Tessa a traversé notre pelouse avant avec sa tresse rebondissant contre son t-shirt. Le verdict est tombé dans le salon. Ma mère s'est assise sur le canapé et elle n'a pas levé les yeux. Adli se tenait derrière elle avec une main sur son épaule. C'était l'image d'une fille aînée stable soutenant sa mère dans une journée difficile.
Mon père se tenait au milieu du tapis avec ses clés à la main de la façon dont les hommes se tiennent quand ils ont l'intention de partir. Il m'a dit que je ne resterais pas dans cette maison ce soir-là. Il a dit qu'il ne pouvait pas me faire confiance et qu'il trouverait une solution demain. Il m'a dit d'aller préparer un sac. L'horloge au mur indiquait 11h12. Je suis allé au sous-sol. J'y ai emballé un sac de sport avec 2 t-shirts et un jean ainsi que le carnet de croquis bleu de ma grand-mère. J'y ai pris 8 € que j'y avais économisé dans une chaussette au fond de mon tiroir pour un ensemble de crayons fusains que je voulais au magasin des Arts. Quand je suis remonté, mon père attendait à la porte des entrées. Ma mère n'avait pas bougé du canapé. Adlie s'était déplacée vers la fenêtre où elle ajustait maintenant le rideau pour avoir une vue dégagée. Il a ouvert la porte. L'air des août était chaud et humide. Je suis sorti sur le porche. J'y ai entendu le verrou glisser derrière moi. Il y a un type particulier de silence que l'on n'entend qu'une fois dans sa vie. C'est le silence d'une porte derrière laquelle on a grandi qui se verrouille contre soi. Je me suis assise sur la marche supérieure. Je n'ai pas pleuré. Je pense qu'une partie de moi attendait que quelqu'un vienne ouvrir la porte et dise qu'ils avaient compris et de rentrer. Personne n'est venu. Le lampadaire du coin bourdonnait. Une voiture est passée. Un chien a aboyé 2 fois et s'est arrêté. Les minutes ont tourné. Mon sac de sport était posé sur mes genoux. À 1h54 du matin, une vieille voiture bleue poudrée s'est garée dans l'allée. Les phares m'ont balayé et se sont atténués. Joanne portait une chemise en flanelle et des pantoufles. Ses cheveux étaient dans un chignon hâtif. Elle n'est pas descendue. Elle a baissé la vitre. Elle m'a dit de monter. J'y ai pris la banquette arrière. J'y ai ramassé mon sac de sport. J'y ai appris des années plus tard ce qui s'était passé. Mon père n'avait pas appelé Joanne pour demander de l'aide. Il l'avait appelée à 23h30 pour l'informer de la façon dont on informe une compagnie d'assurance. Il a dit que Joanne n'était plus son problème. Joanne ne s'est pas disputée avec lui. Elle a raccroché le téléphone. Elle a mis ses chaussures. Elle a conduit les 43 miles sentiers bien au-dessus de la limite de vitesse. Elle m'a dit plus tard sur le chemin du retour vers Portsmouth que la seule chose qu'elle s'était dite pendant tout le trajet était d'y arriver. La boulangerie se trouvait au 14 Daniel Street dans un bâtiment en briques rouges de 1923 à 3 pâtés de maisons du front de mer de Portsmouth. La boulangerie occupait le rez-de-chaussée. Joanne vivait au-dessus dans un appartement de 2 chambres avec des planchers en pin grinçant et une fenêtre dans la chambre des amis qui donnait sur le pont commémoratif. Le pont était éclairé la nuit avec 2 petites lampes blanches et une orange qui clignotait quand il y avait du vent. Cette fenêtre est devenue la mienne cette nuit-là. Elle m'a montré où était la salle de bain. Elle a pointé la baignoire et a dit que la douche était chaude mais que les tuyaux étaient bruyants avant 7 heures. Elle m'a dit qu'il y avait des restes de pain de viande dans le frigo si je le voulais. Elle ne m'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle ne m'a pas demandé si j'y avais faim. Elle a juste énoncé les règles de l'appartement point par point de la façon dont on oriente un nouvel employé. Je pense qu'elle savait intuitivement que la chose la plus gentille qu'elle pouvait faire pour moi cette nuit-là était de me traiter comme si j'y avais déjà ma place là-bas. Je n'ai pas mangé le pain de viande. Je me suis assise sur le lit dans le noir et j'y ai regardé les lumières du pont. À 4h30 le lendemain matin, elle a frappé une fois. Elle a dit de se lever car la boulangerie ouvrait à 6h. Je suis descendu par l'escalier arrière dans les mêmes vêtements que ceux dans lesquels j'y étais arrivé. La cuisine sentait la levure et la farine chaude ainsi que le café qui était resté trop longtemps sur la plaque. Joanne m'a tendu un tablier propre. Elle l'a noué pour moi sans regarder mon visage. Elle a dit que les mains devaient être lavées. Puis elle a dit que ici j'y allais apprendre à plier la pâte. Pas parce que je le devais mais parce que c'était le matin et que nous étions réveillés et que nous avions des mains. Elle m'a passé un bocal en verre. À l'intérieur il y avait une épaisse bouillie beige bouillonnante avec une étiquette lettrée à la main sur un morceau de ruban cache. Il était écrit Margie établie en 1986. Joanne a dit que son mari l'avait nourrie tous les jours pendant 21 ans. Elle a dit qu'elle l'avait nourrie tous les jours depuis son décès en 2007. Maintenant c'était à mon tour de la nourrir. J'y ai mis mes mains dans le bol de farine aidée qu'elle avait posé devant moi. J'y ai pleuré dans la pâte. Ce n'était pas parce que j'y étais triste. J'y étais triste. Mais ce n'était pas la raison.
C'était parce que pour la première fois en 13 ans quelqu'un m'enseignait quelque chose d'une voix calme sans nervosité et sans public pour voir si j'y allais tout gâcher. Elle ne m'a pas demandé ce qui s'était passé pendant 11 jours. Le 9e jour pendant qu'elle tricotait et que je lisais un livre qu'elle avait retiré de son étagère, elle a parlé sans lever les yeux de ses aiguilles. Elle a dit que je n'avais jamais à lui dire quoi que ce soit mais que si je le faisais elle écouterait jusqu'à ce que j'y ai terminé. Ensuite nous verrions. Le 11e jour je lui ai tout dit. J'y ai raconté pour le journal et les boucles des oreilles étaient ça et la porte verrouillée. Je lui ai raconté par fragments à la table de la cuisine pendant qu'elle épluchait une pomme en une bande continue avec un couteau d'office. Elle n'a pas interrompu. Elle n'a pas posé de questions de suivi. Quand j'y ai eu fini, elle a posé la pomme sur la planche à découper et a mis le couteau dans l'évier. Elle est entrée dans sa chambre. Elle est revenue avec une enveloppe brune d'environ 1 pouce d'épaisseur sans étiquette et dont le coin était légèrement plié. Elle l'a posée sur la table de la cuisine dans l'espace entre nous. Elle a dit qu'elle ne l'ouvrirait pas et que je ne l'ouvrirais pas. Nous allions la mettre dans le coffre-fort en bas. Elle a dit que quand je serais assez grande pour décider ce que je voulais de cette histoire, je saurais quoi en faire. Jusque-là cela resterait scellé. Elle m'a demandé de le promettre. J'y ai promis. Je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle ne me l'a pas dit. Cet automne la Joanne a engagé une avocate nommée Linda Ostrander. C'était une avocate spécialisée en succession avec un bureau au-dessus et un pressing sur Pleasant Street. Elle a déposé une demande de tutelle légale auprès du tribunal des successions du comté de Rockingham. Mon père n'a pas engagé des avocats. Il a juste signé. Linda a fermé le dossier en novembre et a fait glisser les papiers sur son bureau vers Joanne. Elle a dit que mon père n'avait même pas engagé des avocats et qu'il avait juste signé. Elle a ajouté que ce n'était pas courant. J'y ai lu le papier. J'y ai compris. Mon père ne m'avait pas seulement jeté dehors. Il m'avait abandonné. Il y avait eu un moment de procédure en octobre où il aurait pu se lever et dire que j'y étais sa fille et qu'on devait me rendre. Au lieu de cela, il avait sorti un stylo de sa poche et avait signé. Je n'ai pas pleuré. Je suis descendu et j'y ai aidé Joanne à façonner la prochaine fournée. Ce décembre-là, mes parents n'ont pas appelé. Adli n'a pas appelé. Joanne n'a pas fait de commentaires à ce sujet. Elle a rôti une petite côte de bœuf pour nous deux et a mis la table de la cuisine avec des serviettes en tissu. Elle a sorti un vieil album en cuir des photographies d'Eleanor. Ma grand-mère était là à 19 ans debout sur une plage à Hampton en 1952. Elle tenait un gobelet en papier de bouillon de palourde et plissait les yeux contre le soleil. Joanne a levé son verre des hauts. Elle a porté un toast aux femmes qui gardent les levains en vie. Margie depuis 86. Maman depuis 52. Et moi depuis maintenant. J'y ai trinqué avec son verre. Cette nuit-là j'y ai dormi avec le carnet de croquis bleus de ma grand-mère sous mon oreiller. Pour la première fois j'y ai ressenti quelque chose qui ressemblait presque à un sentiment d'appartenance. J'y ai aussi dormi avec la lumière du couloir allumée pendant encore 1 an. J'y ai obtenu mon diplôme du lycée en 2015. Joanne a payé 2 ans de programme de pâtisserie avec un compte d'épargne qu'elle avait ouvert le jour où elle est devenue ma tutrice. Je travaillais à la boulangerie avant et après les cours. J'y ai appris à peser et à mélanger et à feuilleter et à inciser. Mon instructeur de feuilletage au 2e semestre m'a prise à part un matin pendant un service de brunch dans le restaurant du campus. Il a dit que mon feuilletage de croissants était de qualité professionnelle et a demandé où j'y avais appris cela. J'y ai répondu que c'était ma tante. J'y ai obtenu mon diplôme en mai 2016. J'y ai encadré le diplôme et je l'ai mis sur le mur de la boulangerie où il est toujours accroché au-dessus de la machine à expresso. Mes parents n'ont pas été invités. J'y avais écrit leur nom sur une liste des invités la veille au soir et j'y avais barré les deux d'une seule ligne droite. En 2018, Joanne m'avait remis les clés pour gérer la salle pendant qu'elle prenait du recul pour se consacrer à la pâtisserie. Elle gardait les recettes dans un classeur noir à 3 anneaux qu'elle ne laissait pas sortir du bâtiment. Je m'occupais du planning et de l'inventaire et du personnel. Les habitués ont arrêté de demander à laquelle de nous deux ils commandaient. Au printemps 2022, Joanne a eu ce que les médecins de l'hôpital régional ont appelé un accident vasculaire cérébral mineur. Elle avait 60 ans. Elle pétrissait une patte sur le plan de travail quand sa main droite a cessé de fonctionner. À l'hôpital, elle a gardé pendant 4 nuits. Ils ont fait des tests et ont dégagé une carotide.
Ils lui ont dit gentiment que sa carrière de boulangère debout 9 heures par jour était terminée. Quand elle est rentrée à la maison, sa main droite était plus lente que la gauche. Son élocution n'était brouillée que sur certaines consonnes quand elle était fatiguée. Elle a appelé l'avocate la 2e semaine où elle était à la maison. Elle s'est assise à la table de la cuisine pendant que je préparais du thé et elle a prononcé mon nom. Elle a dit que la boulangerie allait être à moi non pas à sa mort mais maintenant pendant qu'elle pouvait encore m'enseigner les parties qu'elle n'avait pas encore enseignées. Le transfert a été enregistré en juin 2022. La boulangerie avait été évaluée à 238 000 € par un évaluateur indépendant. Elle l'a vendue pour 1 euro. L'avocate m'a fait signer un document séparé reconnaissant que je comprenais ce à quoi elle renonçait. Je suis monté dans mon ancienne chambre des amis cette nuit-là. J'y ai ouvert le placard et j'y ai regardé le coffre-fort dans le sol sous la moquette. J'y ai mis ma main sur la porte de celui-ci. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Je l'ai juste touché. En 2023, j'y ai ouvert un deuxième emplacement à Newport dans le Massachusetts dans un ancien magasin de disques sur State Street. Le bail était un effort financier. Les 3 premiers mois, j'y ai payé le loyer avec mes économies personnelles. Au 9e mois, le magasin s'autofinançait. Au 18e mois, il était assez rentable pour que je puisse me rembourser. En 2024, j'y ai lancé un programme que j'y ai appelé deuxième levée. Dans le pain, la deuxième levée est ce qui donne sa structure à la miche. Sans elle, vous avez de la farine et de l'eau. Avec elle, vous avez quelque chose qui tient. Le programme embauchait et formait des femmes entre 18 et 25 ans qui avaient dépassé l'âge de la famille des accueils ou qui avaient été poussées hors de leur foyer d'enfance. Nous avons commencé avec une et à la fin de 2024 nous en avions 18. Une d'elles était Lassie Bowen. Elle avait 21 ans quand elle est entrée dans la boulangerie de Daniel Street un matin de janvier avec un manteau trop fin pour le vent du port. Elle n'a pas parlé pendant les 3 premières semaines. Elle a juste appris. À la fin de sa première année, elle pouvait feuilleter un croissant en dormant et elle pouvait repérer une sauce hollandaise caillée depuis l'autre bout d'une cuisine. Elle était la seule personne à qui j'y avais jamais parlé de Hadley. Dans un petit article de journal publié en août 2024, j'y ai dit au journaliste local ce que signifiait ce programme. Elle m'a cité à la fin de l'article sous une photographie de moi et de 4 employés sur la marche arrière de la cuisine de Daniel Street. Sans la deuxième levée, vous avez de la farine et de l'eau. Avec elle, vous avez quelque chose qui tient. Je ne l'ai pas dit pour Hadley. Je ne l'ai pas dit pour mes parents. Je l'ai dit parce que j'y croyais. En septembre 2025, Joanne m'a remis les clés de l'appartement au-dessus de la boulangerie. Elle avait déménagé dans un endroit plus petit de l'autre côté de la rivière à Kittery pour être plus près de son cardiologue le Dr Peterson qui selon elle avait une salle d'attente bien meilleure que son ancien médecin interniste. Elle a mis les clés dans ma paume et a refermé mes doigts dessus. Elle a dit que l'enveloppe était dans le coffre-fort. Elle a ajouté qu'elle n'allait nulle part pour le moment mais que je devais savoir où cela se trouvait. C'était la chose la plus proche des au revoir que j'y avais jamais entendu de sa part. 6 semaines plus tard, mon téléphone a sonné pendant que je pesais le préferme sur le plan de travail de Daniel Street pour le levain du lendemain matin. L'écran affichait le mot maman. Je n'avais pas vu ce mot sur un écran depuis 15 ans. J'y ai laissé sonner et c'est étalé sur la messagerie vocale. J'y ai pesé le reste du préferme. Je suis passé à l'autolyse. J'y ai pétri pendant 10 minutes. Puis je me suis lavé les mains et je me suis assise sur la marche arrière pour écouter. 92 secondes. Sa voix était plus fine que dans mes souvenirs. L'accent du sud qui refaisait surface autour de sa sœur avait été lissé par des années des hivers dans le New Hampshire et de petites déceptions. Elle a dit que c'était maman et que nous devions parler. Elle a parlé de choses de famille. Elle a dit que mon père avait été blessé et qu'il y avait d'autres choses. Elle a dit qu'elle savait que cela faisait longtemps et elle m'a supplié de l'appeler. Elle m'a appelé ma chérie et a dit que la famille c'est la famille. Elle a dit que la famille c'est la famille 4 fois en 92 secondes. J'y ai compté la deuxième fois que j'y ai écouté. Je n'ai pas rappelé pendant 3 jours. Quand je l'ai finalement fait, j'y ai dit une seule phrase pour donner rendez-vous au Lighthouse dîner sur la route un mardi à 15 h. J'y ai dit de venir seule. Elle a dit oui immédiatement. Elle avait attendu. Le Lighthouse dîner a des banquettes recouvertes de vinyle rouge avec des fissures recouvertes de rubans adhésifs noirs et un café qui est toujours terrible. Je l'ai choisi parce que personne que je connaissais ne serait là à 15 h un mardi et parce que les banquettes avaient de hauts dossiers, ce qui signifiait que personne au comptoir ne nous entendrait. Elle est venue seule.
Elle était plus âgée que dans mes souvenirs. Ses cheveux étaient une teinture foncée et inégale avec des racines grises qu'elle avait commencé à cacher puis abandonner. Elle portait le gilet crème pelé au coude. C'était le même et je l'ai su à la seconde où je l'ai vu. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi et a croisé les mains sur la table de la façon dont elle les croisait à l'église. Elle m'a regardé et a dit que j'y avais l'air d'y avoir réussi. Je n'ai pas dit merci et je n'ai rien dit. La serveuse est venue et j'y ai commandé un café. Ma mère n'a rien commandé. Elle ne m'a pas demandé comment j'y allais ni poser de questions sur Joanne. Elle n'a pas mentionné l'année de mes 13 ans. Elle a fait glisser une feuille pliée de papier jaune à travers la table. Elle a dit que mon père était tombé d'un échafaudage il y a 3 mois. Son dos était en mauvais état et il ne pouvait pas travailler. Il devait rembourser 190 000 € à 3 clients parce qu'il ne pouvait pas terminer les travaux. Sa licence était suspendue. Elle a dit que ma sœur et Cole étaient à la maison. Leur salle de sport avait fait faillite l'année dernière et le fisc était après eux ainsi que les cartes de crédit. Elle a dit que nous perdions la maison et que ma sœur perdait la tête. Elle a dit que nous avions besoin de 500 000 € avant Noël. Elle n'a pas dit s'il te plaît. J'y ai regardé le papier. L'écriture était la sienne. Elle était serrée et penchée et petite. Je l'ai regardée à nouveau. En 12 minutes ma mère a utilisé le mot famille 17 fois. J'y ai compté dans ma tête et j'y ai fait un compte au dos du programme papier de la chambre de commerce que je portais dans la poche de mon manteau car je n'avais pas encore décidé comment j'y allais parler à Joanne de cette conversation. Quand elle a enfin fait une pause, je lui ai demandé où était la famille le 6 août 2010. Pendant 4 secondes elle n'a pas répondu. Puis elle a fait la chose qu'elle avait toujours faite et elle a glissé de côté. Elle a dit que c'était il y a longtemps. Elle a dit que mon père n'avait jamais voulu dire ça. J'y ai demandé ce qu'il voulait dire. Elle a dit qu'il était en colère et qu'il était un jeune père qui ne savait pas comment gérer une fille qui... Une fille qui quoi? Elle a serré les lèvres. Elle n'a pas fini la phrase et elle a ouvert son sac à main à la place. Elle a sorti une petite enveloppe blanche et à l'intérieur un Polaroid. C'était une photographie de ma grand-mère me tenant quand j'y étais nouveau-né. Les cheveux d'Eleanor étaient foncés sur la photo et son sourire était doux. Elle baissait les yeux vers le bébé dans ses bras et non vers l'appareil photo. Je n'avais jamais vu cette photo auparavant dans aucun album nulle part. Ma mère elle a retourné. Au dos avec l'écriture d'Eleanor dans la même encre bleue qu'elle utilisait toujours il y avait des mots. Il était écrit pour le jour où elle sera prête. Ma mère a dit que Eleanor lui avait donné ça quand j'y avais 3 jours pour le garder pour quand j'y en aurais besoin. Elle a dit qu'elle pensait qu'aujourd'hui était ce jour. Elle l'a fait glisser sur la table. Je ne l'ai pas ramassé immédiatement. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. J'y ai regardé le Polaroid puis elle à nouveau. Elle avait gardé cette photographie pendant 28 ans. Elle ne l'avait pas gardée parce qu'elle m'aimait. Elle l'avait gardée parce qu'à un certain niveau elle avait toujours su qu'un jour elle aurait besoin d'en faire une arme. Je l'ai ramassée et je l'ai mis dans la poche intérieure de mon manteau. Je me suis levé. J'y ai laissé 20 € sur la table pour le café que je n'avais pas fini. Je n'ai rien dit d'autre. Je suis retourné directement à Daniel Street. J'y ai déverrouillé la boulangerie et j'y ai traversé la pièce avant faiblement éclairée pour monter les escaliers jusqu'à l'appartement. J'y ai ouvert le placard de mon ancienne chambre des amis. J'y ai soulevé la moquette et j'y ai tourné le cadran du coffre-fort. L'enveloppe brune était au fond exactement où Joanne l'avait placée lors d'une nuit d'automne en 2010 alors que j'y étais assise à la table de la cuisine avec des épluchures de pommes devant moi. Je me suis assise par terre. J'y ai brisé le seau. À l'intérieur de l'enveloppe il y avait 3 choses. La première était une cassette vidéo dans une pochette noire unie avec un morceau de ruban cache sur la tranche. L'étiquette était de l'écriture carrée de Joanne. Caméra de garage de juin à août 2010. La deuxième chose était un bordereau de papier jauni plié une fois. C'était un ticket de prêteur sur gage. Coastal Pond Portsmouth New Hampshire numéro 88112. Date 4 août 2010. Article un alliance en or et une bague de fiançailles en opale. Cliente Adley Dyson. Espèce payée 1850 €. La troisième chose était un relevé bancaire de 3 pages avec une ligne entourée au stylo rouge. Le compte appartenait à ma sœur dans une coopérative de crédit qu'elle avait utilisée jusqu'à l'université.
La ligne indiquait un virement sortant de 2200 € à Cole puis à la date du 5 août 2010. C'était un jour avant que ma mère ne déclare que l'argent avait disparu. Ma tante détenait la colonne vertébrale de cette histoire depuis que j'y avais 13 ans. Elle ne m'avait juste jamais dit de quels os elle était faite. Je me suis assise sur le sol pendant un long moment en regardant les 3 morceaux de papier posés sur la moquette devant moi. Je n'ai pas pleuré. J'y avais arrêté de pleurer à ce sujet quand j'y avais 18 ans. Le lendemain matin j'y ai conduit jusqu'à une petite vitrine sur Congress Street qui convertissait les anciens médias. Le panneau dans la fenêtre disait tout format vers tout format. Le propriétaire était un homme nommé Hank qui avait 64 ans et portait des lunettes de lecture autour du cou sur une chaîne. Il a regardé la tranche de la cassette puis m'a regardé. Son visage a changé d'une manière petite et prudente. Il a dit que ma tante avait apporté ça pour qu'il le convertisse en 2015. Il a dit qu'il s'en souvenait. Elle avait payé en espèces et lui avait demandé d'oublier. Il a dit qu'il n'oubliait jamais rien mais que pour elle il avait oublié. Je lui ai payé 80 €. J'y ai ramené le disque à la maison. J'y ai fermé la porte de mon bureau à la boulangerie de Daniel Street. J'y ai mis le disque dans mon ordinateur portable et j'y ai appuyé sur lecture. La cassette était silencieuse. L'angle était large. Eleanor avait installé une petite caméra dans son propre garage en 2009 parce que quelqu'un avait essayé les poignées de portière de voiture dans son quartier. La caméra fonctionnait en boucle continue et elle s'enregistrait sur elle-même tous les 30 jours. Joanne avait retiré cette cassette de la machine la semaine des funérailles et elle avait gardé dans un tiroir. Elle avait transféré les images sur une nouvelle cassette la même semaine au cas où. L'horodatage défilait dans le coin inférieur gauche. 4 août 2010 à 14h47. Adli est passé par la porte latérale du garage en short coupé et débardeur avec un petit sac à dos sur l'épaule. Elle a traversé la maison par la porte de la cuisine. 4 minutes plus tard elle est ressortie. Le sac à dos était bombé. Elle est montée sur le siège passager de la Mustang de Cole. La voiture a reculé de allée. 5 août 2010 à 11h14. Adli est revenue. Elle a marché de allée à la porte de la cuisine en portant un bout de papier plié qui était un reçu de virement bancaire. 5 août 2010 à 20h02. Adli a retrouvé Cole sur le côté du garage. Elle lui a passé quelque chose de petit. Il a hoché la tête une fois. J'y ai fait défiler la cassette en arrière pour juillet et août. Il n'y avait aucune image dans les 2 mois entiers qui me contenaient. J'y avais passé 15 ans à être prié de m'excuser pour quelque chose que je n'avais jamais fait. J'y avais 23 minutes de séquence pour le prouver. J'y ai fermé l'ordinateur portable. J'y ai conduit jusqu'à Coastal Pond. Le propriétaire était un homme nommé Howard Pence. Il avait 65 ans. Il travaillait au comptoir de prêt sur gage depuis l'âge de 18 ans. Il a regardé le ticket que j'y ai fait glisser sur son comptoir et a tapoté son doigt dessus une fois. Il a dit qu'il se souvenait de ce jour-là et que la fille était nerveuse comme tout. Elle avait essayé de négocier à la hausse. Il lui avait donné 1850 €. Elle les avait pris en espèces avec une pièce d'identité de permis de 16 ans. Il a dit qu'il avait fait une copie de la pièce d'identité à l'époque. Il gardait des copies de chaque transaction dans un livre papier. Les gens reviennent et parfois ils ne devraient pas. Je lui ai demandé s'il ferait une déclaration. Il m'a regardé un long moment et a enlevé ses lunettes de lecture pour les poser sur le comptoir. Il a dit qu'il avait attendu 15 ans que quelqu'un le demande. Il a ajouté que les propriétaires de prêteurs sur gage se souviennent mais qu'ils ne se portent simplement pas volontaires. Cette nuit-là j'y ai trouvé Tessa Aurin sur Facebook. Elle avait 29 ans et était divorcée avec une fille de 4 ans tout en travaillant comme réceptionniste dans un cabinet dentaire à Dover. Je lui ai envoyé un seul message pour lui dire que j'y étais Norma. Elle a répondu en 11 minutes pour proposer un café et demander si nous pouvions nous rencontrer. Nous nous sommes rencontrés sur la route 16 le lendemain après-midi. Ses mains tremblaient autour de sa tasse. Elle n'a pas pleuré mais elle n'a pas beaucoup levé les yeux. Sa fille était à l'école maternelle et Tessa avait 30 minutes. Elle a dit que Adli elle avait payé 40 €. Elle avait 14 ans et était fauchée et lâche. Elle a dit qu'elle avait les messages que Adli lui avait envoyés pour lui dire quoi dire. Elle les avait gardés et avait tout gardé. Elle avait le téléphone dans une boîte à chaussures dans son placard. Elle a levé les yeux. Elle a dit qu'elle avait attendu 15 ans que je frappe à la porte.
Elle s'est excusée profondément. Je ne lui ai pas pardonné et je n'en avais pas besoin. Je lui ai demandé si elle viendrait si j'y avais besoin d'elle dans un bâtiment particulier une nuit particulière. Elle a dit et n'importe où et de juste lui dire quand. Je lui ai dit quand. La nuit précédant le gala je me suis assise à la table de la cuisine de l'ancien appartement de Johan. J'y avais la cassette vidéo et le disque converti et le ticket de prêteur sur gage et les anciennes captures des écrans de texte de Tessa et le relevé bancaire et le discours que j'y avais rédigé de 3 manières différentes. Chacun était plus court que le précédent. Johan était assise en face de moi et a versé du thé. Elle m'a appelé ma chérie et a dit que je n'avais pas à utiliser tout cela. Elle a dit que je pouvais prononcer le discours et prendre le prix et rentrer chez moi pour enterrer cela pour encore 15 ans si je le voulais. Elle a dit que la preuve fonctionne de la même manière dans un tiroir que sur un écran. J'y ai regardé le disque sur la table. J'y ai demandé ce qui se passerait si je voulais qu'ils le voient non pas pour les blesser mais juste pour qu'ils ne puissent pas dire que ce n'était pas arrivé. Elle y a réfléchi un long moment. Elle a dit qu'alors nous apporterions le disque. Elle l'a glissé dans la poche intérieure de la veste noire qu'elle avait achetée à la friperie d'Islington. Je lui ai demandé si elle était sûre de vouloir porter cette veste. Elle a dit qu'elle coûtait 6 € et qu'elle était parfaite. Elle a dit qu'avant de m'accompagner dans cette salle de bal elle voulait me demander quelque chose. Elle m'a demandé si ma mère traversait une pièce et me demandait un demi-million d'euros au nom de la famille si j'y écrirais le chèque ou si je demanderais le reçu. Dites-le moi dans les commentaires et je les lirai. Le gala de la chambre est tombé le 13 novembre 2025. L'événement a commencé à 18 h avec des cocktails jusqu'à 19 h. Il y avait un dîner assis avec du poulet poêlé ou du risotto aux légumes. Les prix commençaient à 19 h 30. À 19 h 32 le maître de cérémonie était membre du conseil des administrations de la chambre et s'appelait Daphne Holloway. Elle a pris le podium et a accueilli Lassie Bowen en premier. La chambre exigeait un discours des hommages de 90 secondes de la part d'un employé de chaque entreprise honorée. J'y avais demandé à Lassie 3 semaines plus tôt si elle voulait le faire. Elle avait pleuré avant de dire oui. Elle s'est avancée dans une robe bleu marine et s'est tenue au podium avec ses mains à plat sur le rebord en bois. Sa voix a tremblé au début. Elle a commencé en disant qu'il y a 2 ans elle avait dépassé l'âge de la famille des accueils avec un sac de sport et 0 €. Elle a dit que Norma Dyson elle avait embauché sans demander d'où elle venait. Elle a dit que je lui avais appris à feuilleter un croissant et qu'ensuite je lui avais appris à gérer une cuisine. Ensuite je lui avais appris qu'être choisi ne vient pas toujours des gens qui vous ont fait mais que cela vient des gens qui ouvrent une porte. Il y a eu une petite vague d'applaudissements. Plusieurs femmes aux tables de devant ont essuyé leurs yeux. Je n'ai pas regardé la table 9. Je l'ai senti. À 19 h 38 Daphné m'a présenté. J'y ai monté 3 marches jusqu'à la scène. Je n'ai pas apporté mes notes. Je les ai laissées sur ma chaise pliée une fois avec la fin numéro 2 sur le dessus. J'y ai regardé la pièce et j'y ai trouvé Johan à la table 1. Elle me regardait fixement de la façon dont elle m'avait regardé à 4 h 30 du matin le premier jour où j'y ai appris à plier une brioche. J'y ai commencé en disant que je m'appelais Norma Dyson. J'y ai dit que certains d'entre eux savaient que je dirigeais une boulangerie et que moins d'entre eux savaient que je la dirigeais depuis 3 ans. J'y ai dit qu'aucun d'entre eux ne savait que j'y avais commencé à apprendre à faire du pain le lendemain matin du jour où mon père m'avait mise à la porte de sa maison à l'âge de 13 ans. La pièce est devenue silencieuse et je l'ai laissé faire. Spencer Granger à la table 14 a légèrement levé son verre mais n'a pas bu. Il a attendu. J'y ai dit que j'y avais passé 15 ans à ne pas raconter cette histoire. J'y ai dit que ce soir quelqu'un dans cette pièce m'avait demandé un demi-million d'euros au nom de la famille. J'y ai pris cela comme un signe que peut-être la famille est un mot qui a besoin d'un audit de temps en temps. Elle allait entre la table 8 et la table 9 mAh et s'est levée. 312 têtes se sont tournées. Elle a fait 2 pas vers la scène mais elle n'est pas allée plus loin. Un membre du personnel de sécurité de la chambre s'est poliment mis en travers de son chemin avec une main à moitié levée. Elle s'est arrêtée. La pièce a retenu son souffle. Je pouvais entendre une fourchette teintée sur une assiette au fond. Je me suis penché vers le microphone. J'y ai dit maman j'y ai besoin que tu t'asseyes. J'y ai dit qu'elle avait déjà dit ce qu'elle était venue dire et que maintenant c'était mon tour. Pendant un moment elle n'a pas bougé. On ne lui avait pas dit non devant un public depuis de nombreuses années et elle n'avait pas de script pour ça. Elle s'est tournée très lentement et s'est abaissée dans la chaise vide la plus proche qui n'était pas la sienne.
Son dos était droit et ses mains étaient croisées sur ses genoux. Le gilet avait l'air plus petit sur elle qu'en 2010. Je me suis tourné vers le côté de la scène. J'y ai appelé tante Joanne et je lui ai demandé de monter. Joanne s'est levée et a traversé le sol sans se presser. Elle a monté les 3 marches avec une main sur la rampe. Elle est venue au podium et a sorti le disque de la poche intérieure de sa veste de friperie. Elle l'a tendu à Daphné qui l'a tendu sans broncher au responsable audiovisuel qui attendait dans les coulisses. Elle s'est tournée vers la salle et s'est stabilisée avec une main sur le pupitre. Elle a dit qu'elle avait gardé une cassette vidéo pendant 15 ans et sa voix n'a pas tremblé. Elle a dit que sa nièce méritait le droit de choisir ce que les gens se souviennent d'elle. Elle a dit que ce soir elle avait choisi. Les lumières se sont tamisées. L'écran derrière le podium a brillé. Le logo de la chambre s'est estompé. Il y a eu du noir pendant 23 secondes. Il n'y avait pas de son. Les images étaient anciennes. Elle anglettait le coin d'un garage résidentiel à Manchester dans le New Hampshire. L'horodatage défilait dans le coin inférieur gauche. 4 août 2010 à 14h47. Une adolescente est passée par une porte latérale avec un petit sac à dos. 4 minutes plus tard elle est ressortie et le sac à dos était maintenant plein. Elle est montée dans une Mustang. La voiture a reculé. La porte du garage s'est fermée derrière elle. 300 invités ont regardé. Quelqu'un à la table 9 a inspiré assez brusquement pour être entendu à 6 tables de là. Quand l'écran est devenu noir je suis revenu au microphone. J'y ai dit que c'était le 4 août 2010. J'y ai précisé que c'était 2 jours avant que mes parents ne m'accusent d'avoir volé les alliances de ma grand-mère et 2200 € en espèces. J'y étais au soutien scolaire. Il y avait 3 autres élèves dans la pièce. Il y a une feuille de présence. Leurs noms étaient Anna Pierce et Bethany Pierce et un garçon nommé Jackson Cathy. J'y ai des copies de la feuille à la maison. La diapositive suivante est apparue avec un ticket de prêteur sur gage scanné. Coastal Pond numéro 8112. 4 août 2010. Une alliance en or. Une bague de fiançailles en opale. Espèce payée 1850 €. Signature de la cliente Adley Dyson. Je n'ai pas eu besoin de la pointeur du doigt. La signature était visible du fond de la salle. J'y ai dit que ma grand-mère m'avait laissé ses bagues. Elle me l'avait dit 2 jours avant de mourir dans un lit d'hôpital au centre médical catholique. Je n'ai jamais pu les tenir. Ma sœur les a vendues le même après-midi où elle a caché des boucles des oreilles dans ma veste d'école. À la table 9 mAh s'est levée. Elle n'est pas allée loin. Son mari Cole qui ne m'avait pas parlé depuis 15 ans a tendu la main et elle a tiré fermement dans sa chaise par le coude. Il ne l'a pas regardé. Il a compris d'une manière qu'elle n'a pas compris que fuir cette pièce serait pire que de rester assise. Ma mère avait baissé la tête sur la table. Elle ne levait pas les yeux et le gilet avait glissé sur une épaule. Elle ne pleurait pas. Je ne crois pas qu'elle avait encore l'équipement pour ça. Je me suis tourné vers la salle. J'y ai trouvé la tête baissée de ma mère dans les lumières. Je me suis penché vers le microphone une dernière fois. J'y ai dit maman tu es venue ici ce soir pour me demander 500 000 € au nom de la famille. Je veux que tu saches 2 choses. Premièrement tu as élevé la fille qui m'a enfermé dehors et non celle qui a reconstruit son chemin. Deuxièmement le seul héritage que je dois à cette famille est la vérité. Et ce soir je viens de payer intégralement. J'y ai posé doucement le microphone sur le podium. Je n'ai pas crié ni bronché. Je n'ai pas regardé les caméras. J'y ai regardé Joanne et elle a hoché la tête une fois. Les appareils photo ont crépité. Le photographe du Globe à la table de presse s'est rapproché de la scène et a pris 8 photos en 3 secondes. La lumière a rebondi sur la plaque signalétique en laiton du pupitre et m'a fait cligner des yeux. Les applaudissements n'ont pas commencé d'un coup. Spencer Granger a été le premier homme debout. Joanne a suivi de manière lente et stable sur son côté droit. L'assis du côté gauche de la scène pleurait déjà. Puis la table 14 a suivi. Puis la table 7 et la table 3 et ensuite la majeure partie de la salle. Pas tout le monde. Pas 312 mais peut-être 180. C'était suffisant. C'étaient les personnes que j'y aurais voulu dans la pièce de toute façon. Ma mère s'est levée de la chaise qui n'était pas la sienne et a marché lentement dans le gilet crème sur toute la longueur de la salle de bal vers la sortie latérale.
Son chemin elle a fait passer devant la table de presse et le photographe du Globe s'est tourné. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'a pas levé la main pour se protéger le visage. Elle a juste continué à marcher parce que lever la main aurait admis qu'il y avait quelque chose à cacher. Adli elle a suivi 90 secondes plus tard à un rythme plus rapide, la tête baissée et une main à la racine de ses cheveux. Cole est resté dans sa chaise seule à la table 9 à regarder ses mains. Je suis descendu de la scène. Daphné s'est avancée et a pris le microphone pour annoncer à la salle debout ce que J était déjà devenu. J était la propriétaire de petite entreprise de L. C'était presque une réflexion après coup. À 6 heures le lendemain matin, le journal de Boston avait publié un article de style de vie. Le titre disait qu'au prix de Portsmouth, une boulangère règle un mensonge vieux de 15 ans. La journaliste avait été au gala. Elle n'avait pas utilisé le nom de Adli car elle n'en avait pas eu besoin. Elle avait utilisé le mot sœur et enveloppe scellée et prêteur sur gage. L'article a été partagé 3800 fois en 24 heures et republié par 2 comptes régionaux de femmes des affaires que je n'avais jamais suivis. Ce matin-là, à la boulangerie de Daniel Street, la file des attentes s'allongeait jusqu'à la porte pour la première fois en 3 ans. Des gens qui n'étaient jamais venus sont entrés. Ils ont acheté du levain et des croissants et des scones. Certains d'entre eux m'ont serré la main. Une femme plus âgée a acheté une seule brioche matinale et m'a dit très doucement que son fils ne lui avait pas parlé depuis 12 ans. Elle a dit qu'elle avait lu mon histoire à 4 heures du matin et qu'elle lui avait enfin écrit une lettre qu'elle aurait dû écrire une décennie plus tôt. Je lui ai dit merci. Je suis allé à l'arrière et je me suis appuyé contre la porte de la chambre froide. Je me suis laissé respirer pour la première fois depuis longtemps. 11 jours plus tard, le 25 novembre, Cole puis a demandé le divorce devant le tribunal de la famille du comté de Rockingham. Les motifs étaient des différences irréconciliables. Son avocat a dit en privé à un journaliste régional que son client souhaitait se dissocier de toute enquête criminelle qui pourrait suivre les événements du 13 novembre. La salle de sport en faillite depuis avait été l'histoire de surface. Les lettres du fisc avaient été la vraie histoire. Cole, qui avait passé 15 ans marié à Adli, construisait discrètement son propre dossier de fuite depuis le printemps. Adli a emménagé dans la chambre des amis de mes parents car elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Mon père m'a appelé 7 fois dans les premières 24 heures après le gala. Je n'ai pas répondu. Il n'a pas laissé de message vocal. Il a commencé la 2e semaine à écrire des lettres à la main. La première est arrivée le 22 novembre dans une enveloppe standard du service postal avec un timbre légèrement de travers. L'écriture était tremblante à cause de son dos et des autres choses que je n'étais pas encore prête à nommer. Il a écrit: Norma, je ne sais pas comment demander pardon pour quelque chose que je commence à peine à comprendre. Il a écrit que ma mère dormait dans la chambre des amis et que Adli était parti pour le Massachusetts. Il a écrit qu'il devait de l'argent qu'il n'avait pas à tout le monde. Il a écrit qu'il n'écrivait pas pour demander de l'aide mais parce qu'il aurait dû écrire il y a 15 ans. Je l'ai lu une fois. Je l'ai plié. Je l'ai mis dans une boîte verrouillée sur l'étagère supérieure de mon placard, dans la même boîte qui contenait l'enveloppe brune. Certaines lettres reçoivent une réponse et certaines sont archivées. Le 28 novembre, Spencer Granger m'a appelé à la boulangerie. Il m'a dit que sa nièce Faith Granger, âgée de 19 ans, travaillait à l'emplacement de Newburyport depuis juin. Il m'a dit que Faith avait quitté la maison de son père après qu'il l'avait jeté dehors pour avoir fréquenté le mauvais garçon. Il m'a dit que Faith n'avait dit à personne de sa famille où elle travaillait mais que Spencer avait deviné et qu'il avait fait attention. Il a dit que c'était pour cela qu'il m'avait nominé. Il a dit que Faith ne savait pas qu'il me l'avait dit et de ne pas le lui dire. Je lui ai dit que je ne le ferais pas. J'y ai raccroché. Je suis allé dans la cuisine du magasin de Newburyport où Faith incisait des pains sur le plan de travail dans un tablier blanc noué 2 fois autour de sa taille. Je n'ai pas dit un mot et j'y ai juste rempli son café. Le 3 décembre, j'y ai reçu un appel du bureau du procureur du comté de Rockingham. La fraude initiale de 2010 était prescrite. L'assistant du procureur a dit avec un réel regret dans la voix que l'État ne pouvait rien faire à ce sujet. Mais la fraude de la salle de sport n'était pas prescrite. Cole et Adli faisaient l'objet d'une enquête pour fraude fiscale et fraude électronique liée à la faillite. Le procureur voulait me demander très prudemment si je serais prête à fournir un contexte avec des textes et des déclarations et la page de journal sur le modèle de conduite malhonnête de ma sœur pour établir la crédibilité des accusations qu'ils étaient déjà en train de monter. J'y ai demandé une semaine pour y réfléchir. J'y ai appelé Joanne. Elle m'a dit: ma chérie, tu n'as pas à être celle qui les punit et que le monde ferait son travail.
J'y ai rappelé le procureur à la fin de la semaine. Je lui ai dit que je fournirais une déclaration notariée et la page du journal mais que je ne témoignerai pas en personne à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Elle m'a remercié. Elle a dit que la plupart des gens ne sont pas aussi retenus et que cela aidait. Le 14 décembre, je me suis assise à la table de la cuisine dans mon appartement au-dessus de la boulangerie avec un morceau de papier cartonné Kraft et un stylo à billes noires. J'y ai dessiné un petit pain au levain sur le devant et une carte. J'y ai écrit à l'intérieur: Tante Joanne, tu as tenu la colonne vertébrale de mon histoire pendant 15 ans et tu n'as jamais demandé à être remercié. Je vais les remercier quand même. J'y ai écrit que la boulangerie était à elle et que le pain était à elle et que j'y étais à elle. J'y ai signé Norma. J'y ai conduit jusqu'à son appartement à Kitry et je l'ai glissé sous sa porte parce que je savais qu'elle n'aurait pas voulu être vue en train de le recevoir. Je suis rentré chez moi sans allumer la radio. Elle l'a lu assise à sa propre table de cuisine. Je le sais parce qu'elle m'a appelé cette nuit-là depuis le téléphone sans fil qu'elle utilise toujours et elle me l'a dit. Elle n'a pas dit grand-chose des autres car elle n'en avait pas besoin. 3 jours plus tard, le 17 décembre, j'y ai conduit jusqu'à une papeterie sur Congress Street et j'y ai acheté une seule feuille de papier coton épais. Je me suis assise au comptoir de la boulangerie après la fermeture avec les lumières éteintes et la machine à expresso qui refroidissait pour écrire une lettre à mon père. J'y ai tout écrit en un seul brouillon. Je n'ai rien rayé. J'y ai écrit: Papa, j'y ai lu ta lettre et je ne vais pas te pardonner de la façon dont tu l'espères peut-être mais je ne vais pas te détester non plus. J'y ai écrit que j'y avais décidé de lui envoyer un petit montant mensuel de 400 € directement au cabinet médical qui s'occupait de son dos jusqu'à ce qu'il soit soigné. J'y ai précisé que cela ne passerait pas par maman et que cela ne passerait pas par Adeline ni par personne qui pourrait le dépenser pour lui-même. J'y ai écrit que ce n'était pas de l'amour et que ce n'était pas la famille. C'était un compte fermé payé selon des conditions spécifiques par une fille qui a survécu. J'y ai signé Norma. J'y ai adressé l'enveloppe à la clinique de la colonne vertébrale et de la douleur de Portsmouth à l'attention du gestionnaire de cas de mon père. J'y ai joint une note à la feuille supérieure demandant que les fonds soient appliqués directement à son solde de traitement et que la source reste non divulguée à moins que le patient ne le demande. J'y ai utilisé une boîte postale pour mon adresse de retour pour qu'il ne sache jamais dans quelle ville se trouvait la boulangerie. Je l'ai déposée dans la fente des envois du bureau de poste de State Street. Le 19 décembre, j'y ai conduit à la boulangerie de Daniel Street avant le lever du soleil. Les lampadaires étaient encore allumés et le port était sombre. Les briques du bâtiment étaient sombres et humides à cause des neiges tombées dans la nuit. Lassie avait été promue chef pâtissière à l'emplacement de Newburyport 2 semaines plus tôt. La cuisine de Daniel Street m'appartenait pour elle ouvrir seule. J'y ai déverrouillé la porte des entrées. Je suis entré. J'y ai allumé les lumières chaudes à l'avant. À l'intérieur de la vitrine avant en peinture blanche pour affiche il y avait 3 mots que Lassie y avait peints avant son transfert qui disaient: deuxième levée et tous bienvenus. J'y ai allumé les fours. J'y ai sorti la première pâte préfermentée de la chambre froide. J'y ai pesé la farine pour les pains du matin. J'y ai levé les yeux de l'autre côté de la rue dans la lumière orange du lampadaire. Une fille se tenait sur le trottoir. Elle avait peut-être 14 ans et portait un manteau beaucoup trop fin pour descendre à Portsmouth. Ses mains étaient enfoncées dans ses poches. Elle regardait par la fenêtre sans bouger. Je connaissais cette posture. J'y avais eu cette posture sur un Porsche différent 15 ans et 4 mois plus tôt. J'y ai marché jusqu'à la porte. Je l'ai déverrouillée et je l'ai ouverte pour laisser l'air froid entrer. Je ne l'ai pas appelé fort et j'y ai juste parlé à travers la rue. Je lui ai demandé si elle avait faim et je lui ai dit d'entrer car nous avions du café. Je lui ai dit que je lui apprendrais à plier la pâte si elle le voulait. Elle n'a pas bougé pendant une longue seconde puis elle a traversé. Elle a monté sur le trottoir et a franchi la porte. La cloche au-dessus a tinté de la façon dont elle avait tinté le matin où j'y étais entré pour la première fois dans cette cuisine à 4h30 du matin à l'âge de 13 ans avec la farine de quelqu'un d'autre sur mes doigts. La porte s'est fermée derrière elle. Je lui ai versé une tasse de café. Je ne lui ai pas demandé son nom ni d'où elle venait. Je lui ai donné un tablier propre et je l'ai noué pour elle sans regarder son visage. J'y ai dit que les mains devaient être lavées et de venir ici. Elle s'est lavé les mains et elle s'est approchée. J'y ai mis le bol de pâte entre nous. Si quelqu'un dans votre vie a déjà utilisé le mot famille comme une facture, laissez un mot dans les commentaires avec le mot qu'ils ont utilisé et non leur nom ou l'histoire mais juste le mot. Je veux lire ce qu'on nous a tous demandé de payer.
Ma grand-mère m'a dit elle année de mes 10 ans que le monde a des pièces qu'il ne sait pas étiqueter. Elle avait raison mais elle ne m'a pas dit le secret. Parfois vous construisez votre propre pièce et parfois vous apprenez à la construire auprès d'une femme qui possède une boulangerie et qui ne demande jamais pourquoi vous vous tenez sur son porche à 2 heures du matin. Je m'appelle Norma Dyson. J'y ai 28 ans. La nuit où il est m'ont enfermé dehors j'y ai cru avoir perdu ma famille. Ce que j'y ai appris est ceci. Vous ne perdez pas votre famille car vous découvrez juste qui elle est vraiment. Et parfois 15 ans plus tard vous le devenez pour quelqu'un d'autre. La boulangerie ouvre à 6 heures. J'y ai des mains et j'y ai de la farine. J'y ai une fille que je n'ai jamais rencontrée auparavant qui se lave les mains à mon évier. J'y ai décidé que c'est plus que suffisant.